Bonjour à tous et bienvenue à cette 27e édition des Ateliers républicains d'Elnet, en collaboration avec Gérard Rabinovitch, philosophe et sociologue. Aujourd'hui, nous recevons Monette Vacquin, psychanalyste et essayiste, qui nous parlera de la crise éthique que traversent nos sociétés, sur le thème suivant « Faisons-nous mieux que le meilleur des mondes » d'Huxley. Nous vous demandons de bien vouloir poser vos questions dans le chat pour que nous les transmettions à notre Alors, Pauline a été gelée quelques instants, mais c'est à toi, Gérard. Ok, merci. Bonjour à vous tous. Salut à toi, Monette. Ce que l'on désire maintenant, ce que le monde entier cherche, c'est l'aisance, le confort qui apporte satisfaction de tous les sens. Par conséquent, le monde va au-devant d'un esclavage spirituel tel qu'il n'en a encore jamais connu. Ainsi avertissait Nietzsche, qui avait l'écoute médiumnique des flux souterrains profonds, ceux qui l'entendaient gronder dans les entrailles de la culture, bien avant qu'il monte au jour. L'affaire avait pourtant plutôt bien commencé. L'élan des Lumières, en linéament d'une seconde modernité, dans ses variétés régionales européennes, françaises, allemandes, écossaises, etc., avait posé dans la culture Arbeit du continent quelques philosophèmes: autonomie, émancipation, raison, progrès. Pour le 19e siècle éclairé, ils initient et contribuent à l'installation dans l'espace public des notions d'individus et de sujets, nouveaux référents éthiques et politiques concourant à l'établissement d'une modernité démocratique. De la fin du XVIIIe siècle au début du XXe, entre l'événement de la Révolution française de 1789 et le déclenchement de la Première Guerre mondiale de 14, l'idéal progressiste fait du savoir et de la technique les vecteurs du progrès social et un allié de l'émancipation citoyenne et démocratique. Prennent ainsi force, dans une marche précaire mais continue, des syntagmes politiques mobilisateurs. Liberté publique, le droit de se syndiquer, de la presse, de l'association, l'instruction publique et l'école publique obligatoire, voire gratuite, la santé publique, la réglementation du travail, à commencer par la limitation, voire l'abolition du travail des enfants, les droits de la guerre, interdiction du largage d'explosifs par ballon, de l'emploi de projectiles répandant des gaz asphyxiants, la sauvegarde des populations et belligérants sous le principe du droit des gens, l'émancipation des nationalités et la protection des minorités nationales, incluant l'émancipation des populations juives. Autant de ramis politiques nourris encore à la sève du monothéisme éthique transmis, au moins en partie, en Occident via l'esprit du christianisme. Le franco-judaïsme de l'Alliance israélite universelle, le christianisme social de Lamennais, le solidarisme républicain de Léon Bourgeois en furent des bourgeonnements. Toutefois, concomitamment, un hellénisme multipart et souvent de pacotille vient faire ambiance et tramage en ressources de légitimité historique alternative contre le champ référentiel biblique, celui que William Blake nommait le Grand Code. Johann Lavater, salué par Goethe et inspirant Schiller, en avait proposé l'étalonnage inaugural dans La physiognomie ou l'art de connaître les hommes en 1781. Postulant à la capacité de reconnaître le caractère caché d'un être humain par son aspect extérieur, la physiognomie pose explicitement un lien entre moralité et conformité physique. Elle établit un stéréotype du beau, figuration de la vertu, et en renverse la preuve. Le beau ne peut que produire de la vertu. Équilibre, symétrie, mesure sont ses attributs. Et c'est la beauté grecque qui y fait office de canon. La quête d'un idéal masculin qui établit l'Hellène en valeur absolue n'est pas sans conséquence. Je fais ici une petite digression. Le stéréotype appelant en renfort son contre-type de valeur négative, l'idéal viril attique réintroduit le modèle du guerrier hellène auquel est opposé un disqualifié trembleur. Dès lors, les corps, décrétés mal formés, bancals, efféminés, sont associés dans un continuum sémantique à une laideur répugnante indexée en manière de flagrant délit d'un paysage mental.
la caricature de propagande anti-juive au XIXe siècle, n'aura plus dans ce paysage anthropo-esthétique qu'à reconduire les figurations mixées et fusionnées des Silènes et des satyres, démons de la mythologie grecque d'origine de Lydie et de Phrygie. Elle en reproduira les traits physiques, vieillard, laid, chauve, né en bec d'aigle, barbu, roux, et de similaires attributs mentaux, lâches, paresseux, licencieux, malhonnêtes, effrayants. Elle sollicite ainsi le fond archaïque de répulsion devant l'horrible et d'effroi devant les fantômes malfaisants. Fin de ma digression. Pierre de Coubertin finalisera un siècle plus tard l'imprégnation hellène de masse, avec le retour des Olympiades en 1896, dévolu par leur initiateur à un programme d'épuration morale. Autoproclamé colonial fanatique, adepte de l'inégalité des races, turiféraire du site d'Olympie, élevé par lui au rang de cité sainte de l'athlétisme antique, Coubertin prononce l'axe auquel il se tient lorsqu'au détour d'une de ses dithyrambes du sport, il invoquera Antiochus IV, roi séleucide, qui, je cite Coubertin, voulant helléniser Jérusalem, eut pour premier soin d'y ouvrir un gymnase. Il savait, insiste Coubertin, que tout découlerait de là. Il ne resta plus à Coubertin, à son crépuscule de vie, qu'à sombrer en discret admirateur du Troisième Reich et d'Hitler, qu'il saluera, je le cite encore, d'avoir magnifiquement servi sans le défigurer l'idéal olympique. Entre ces deux-là, bien des floraisons littéraires et artistiques et lénophiliques qui éclosent en motifs su ou insu anti-monothéistes. J'ai cité tout à l'heure Schiller, inspiré de Lavater. Il conviendrait, parmi bien d'autres exemples, de relire le poème « Les dieux de la Grèce » pour y lire comment il accuse le monothéisme identifié au christianisme et le Dieu unique d'avoir appauvri et désenchanté l'univers. Le même Schiller qui, avec Goethe, dénonçait chez Kant d'avoir dans la religion, dans les limites de la simple raison, posé l'idée d'un mal radical. Kant n'a rien fait d'autre que rapetasser l'édifice de la sottise, dixit Schiller. Mais c'est du côté des greffons scientistes sur le travail de la science qu'un anti-monothéiste princeps et un gallimatia pampayen vont prendre leur marque durable, dont le mythe arien, notons-le au passage, constituera un des opérateurs de transbordement clés. Grécomanie et scientifisme radical consonnent quand ils ne convergent pas. En France, par exemple, vers la fin du XIXe siècle, les milieux scientifiques se font les alliés des politiques contre le cléricalisme confondu avec le théologique. Le vif débat qui opposa Ferdinand Brunetière et Marcellin Berthelot et le soutien général que ce dernier reçut constitue un moment particulièrement éclairant de cette alliance. C'est l'époque où André Lefebvre, dans son essai sur la religion, écrivait « Les religions sont les résidus épurés des superstitions, la valeur d'une civilisation est en raison inverse d'une religion, l'avenir est à la science. » C'est celle où Ernest Renan affirmait « Organiser scientifiquement l'humanité, tel est donc le dernier mot de la science moderne, telle est son audacieuse mais légitime prétention. » C'était dans l'Avenir de la science en 1890. C'est celle où Vacher de la Pouge, socialiste sélectionniste, arianiste, eugéniste et antisémite, pour pérorer en embuscade, dira « C'est la science qui nous donnera la religion nouvelle, la morale nouvelle et la politique nouvelle. » Ce même Vacher de la Pouge qui dénonce dans la devise républicaine « Liberté, égalité et fraternité » l'empreinte d'un christianisme honni par lui. C'est dans l'éclat de cette supériorité proclamée de la science et de la technique dont Gramsci lui-même mesurait les illusions infantiles au point d'en dire que la superstition religieuse en sortait anoblie, qui prend la place des ressources normatives religieuses antérieures, que tout un lexique scientiste, imbibé d'exclusion, d'éradication, d'anéantissement apparaît. Il se constitue et s'entrelace en coup de force symbolique contre l'éthique monothéiste et son humanisme, dégénérescence, racisme, euthanasie, eugénisme, sélection des plus aptes, extermination. Il trouvera ses champs féconds notamment dans la naissance de la zootechnie et dans les métaphores organicistes de la sociologie balbutiante. C'est dans la zootechnique qui se définit comme une science utilitaire, dont le zootechnicien postule au titre d'ingénieur des machines vivantes contre l'empirisme paysan
que va ainsi muter la notion de race. Elle passe, par glissement sémantique, d'une assise géographique de terroir à une incarnation morphologique pourvue de standards identifiants. Race, des bêtes, dès lors non plus bonifiables par croisement, mais par sélection au sein d'une même espèce. C'est dans la zootechnique que tout un vocabulaire chosifiant de vivant émerge. Machine vivante, donc, mais encore modèle type, animal-machine, matériel vivant. C'est depuis les sémantiques de la sociologie organiciste que s'instille en vision du monde la connexité entre la pratique politique et la pratique médicale. La maladie y apparaît comme une catégorie sociopolitique pour désigner génériquement les dysfonctionnements inhérents au social. Elle rapproche l'art politique de l'art médical. Elle incite sui generis à une attitude offensive, agressive, coercitive et devient l'humus sur lequel vont prospérer les rhétoriques politiques d'engineering du vivant, avec leur charge de violence bouchère, que sont vies qui ne valent pas la peine d'être vécues, animaux à forme humaine, existence superflue et matériel humain. Toutes ces créations lexicales se maillent sur l'axe des pousses au jouir mortifères qu'elles recèlent. En une vingtaine d'années, par une ténébreuse congruence et explicite affinité, elles s'articuleront au nouvel idiome anti-juif renommé antisémitisme. La science a été réquisitionnée contre le christianisme, le paganisme contre le judaïsme. En une vingtaine d'années, s'est esquissé un autre paysage culturel à travers l'Europe, fait de démantèlement des charpentages éthiques hérités du monothéisme, de brutalisation croissante et d'un motif de langage fortement chargé en morbidité, cruauté, sadisme, perversité, apathie. Et de prépositionnement d'une anthropotechnie générale, en transfert sur l'espèce humaine des paramétrages inaugurés dans la zootechnie. Tout un champ sémantique inédit s'est bâti au sein des discursivités scientifiques affectées de sauvagerie, une constellation obscure a prononcé la négation des promesses des Lumières dans leur ombre. Aux alentours des années 1880, tout était noué, dit et écrit, n'attendant plus qu'une contingence pour réaliser sa furie destructrice, ce qui advint. Le philosophe Karl Jasper en a dessiné l'épure lorsqu'à propos de la culpabilité allemande, paru en 1948, il put écrire « C'est en Allemagne que se produisit l'explosion de tout ce qui était en train de se développer dans tout le monde occidental sous la forme d'une crise de l'esprit et de la foi. » En effet. Mais encore, la nuit s'est ouverte et elle est restée déclose, selon le vers de Paul Celan dans son poème Brûlure, et que ça continue. De rebond en rebond, de la désaffiliation éthique à l'attaque contre la filiation en abîme. Il est temps que l'observation philosophique du Fontaine passe la main à l'écoute psychanalytique de l'actuel. En l'occurrence, à Monette Vacquin, une amie de combat de jeunesse militante dont, juste hier matin, et de vigilance d'aujourd'hui. C'est d'une vigilance convoquée et atterrée que Monette Vacquin ne cesse depuis des années d'explorer et d'alerter sur les effets des technosciences, des biotechniques, des idéologies transhumanistes et tout le tralala de leurs variantes sur la condition humaine. Et comment elles impactent nos vies, blessent notre entendement, calomnient notre humanité. Et tout ceci sous le couvert d'une doxa compassionnelle et au motif d'une hubris émancipatrice. Elle le fait dans de nombreux ouvrages, articles, conférences et expertises. Il est à noter que sa réflexion clinique n'hésite pas à prendre appui sur des œuvres majeures d'une littérature dystopique et parabolique, extrayant de ces œuvres ce qu'elle recèle d'avertissements sur ce qui se trame dans le dire et l'agir de notre modernité depuis 2 siècles. Il y a eu le Frankenstein ou le Prométhée moderne de Marie Shelley. Il y a le Nous autres de Zamiatin. Il y a le meilleur des mondes d'Aldous Huxley aujourd'hui. Il y aura peut-être un jour le 1984 d'Orwell, peut-être le Ubik de Philippe K. Dick. Toutes grandes œuvres d'alerte. Mais dont il semble maintenant à Monette Vacquin que les réalités effectives dépassent l'anticipation des virtualités potentielles qu'il s'essayait à dessiner.
Monette, c'est à toi. Merci beaucoup, cher Rabbi. Merci de cette introduction au vif du sujet. Merci à tous de votre présence. Avant de vous parler d'Huxley et de ce que j'ai appris des grandes œuvres dont tu viens de parler, je voudrais faire rebond sur quelques très fortes formules que tu as prononcées. Esclavage spirituel. En effet, je crois que tout ce dont nous allons parler maintenant ressemble à une attaque contre l'héritage biblique. Je retiens aussi, quand tu as évoqué Pierre de Coubertin, peut-être avons-nous ouvert le gymnase de la sexualité. Et enfin, je voulais ajouter que si tu parles de zootechnique, c'est bien d'une zoéthique, une sorte de zoéthique qu'il a été question dans les institutions qui se sont efforcées de penser ce qui nous arrive précisément parce qu'elles ne font pas recours aux grandes œuvres qui sont bien mieux qu'elles capables de nous éclairer. Alors, notre sujet, c'est crise de la démocratie. Je vais donc vous parler des attaques internes à la démocratie, d'assauts internes et de l'une complètement imprévue venue de ce fleuron de la culture qu'est la science. Je suis en effet une psychanalyste tombée dans la marmite des problèmes dits de biologie et d'éthique il y a 40 ans par le hasard de la demande d'une revue. C'est naturellement pas du tout le hasard qui m'a fait y consacrer plusieurs livres et des dizaines d'articles. J'ai commencé par ce qu'on appelle la PMA, que j'ai nommée désexualisation de l'origine, considérant que si l'humanité désexualise l'origine, l'affaire est d'une autre ampleur que le strict contournement des stérilités tubaires. Pour prendre quelques repères, on pourrait dire désexualisation de l'origine, mais érotisation de la science, attaque à la filiation, c'est très important de le repérer. La science n'a pas fait ce qui se fait dans un lit, elle a fait tout ce qui pouvait se faire. Arraisonnement de la médecine par la technique, la médecine devenue palliative s'est arrogée, n'a en rien guéri la stérilité. Elle l'a contournée et elle a fait autre chose. Même si le public a parlé d'émerveillement, de prouesse médicale, le progrès technique, le progrès scientifique n'y était pas. Il s'agissait, tu l'as évoqué entre les lignes, d'un simple transfert de techniques qui avaient fait leurs preuves dans le monde vétérinaire, dans l'industrialisation de l'élevage. Je me suis surtout intéressée au sens, à l'apparition de ce gigantesque mouvement épistémophilique. En fait, je vais travailler avec assez peu de concepts. Le concept de pulsion épistémophilique, cher à Freud, le désir de savoir, qu'il nomme pulsion. Ce point est important, composé de deux autres pulsions, pulsion scopique et pulsion maîtrisée. L'objet de la pulsion épistémophilique, on peut considérer qu'il est double, le mâle d'un côté, la sexualité de l'autre. Je vous le dis d'entrée de jeu parce qu'on ne perdra jamais de vue ces deux dimensions. Mouvement épistémophilique tellement important qu'il a produit en quelques années cet extraordinaire retournement au début de la vie des embryons congelés, à la fin de la vie des cadavres chauds. Je me suis intéressée aux actes, mais aussi aux paroles. Par exemple, pourquoi les gynécologues plaisantaient-ils en disant stérilité, on déclenche le plan hors sexe? Pourquoi disait-il il faut délivrer les femmes du fardeau de la maternité? Je me suis intéressée ensuite aux conséquences normatives. Les juristes étaient bien embêtés, il y avait souvent bien plus de parents qu'il ne faut pour concevoir un enfant.
Et je n'ai pas perdu de vue les effets langagiers et les effets de représentation de ces conséquences normatives. Un point important partout dans ce que vous savez, et puis Gérard vient de le rappeler, hein, dans le mouvement qui va des PMA au transhumanisme, ce sont les propositions biomédicales, technoscientifiques qui ont permis ce qui sans elles serait demeuré fantasme. Nous invitons bien sûr à revisiter Freud et à sa phrase testamentaire « On dirait que le progrès a conclu un pacte avec la barbarie ». Quel paradoxe, la science, fleuron de la culture, semble menacer la culture en portant à ses fondements des coups qui semblent venus du plus archaïque de l'inconscient. Et naturellement pas la science où Freud pouvait la connaître, mais la technoscience, indissociable, on le sait depuis Ellul, défigurée par le marché. Pierre Legendre la nomme la technoscience économie. Je m'intéresse donc du mouvement qui va de la conception hors sexualité en 1978 avec Louise Brown en Angleterre à la demande et obtention de changement de sexe aujourd'hui, année 2020. Alors, c'est intéressant, il y a 40 ans, je ne suis pas née d'un rapport sexuel, peuvent dire, comme les délirants d'ailleurs, ou comme tous les enfants visant à dénier notre ancrage dans le sexuel. Aujourd'hui, le choix de mon sexe est libre. Entre les deux, problématique des années 70, faire l'amour sans faire des enfants. Problématique des années 80, faire des enfants sans faire l'amour. Des années 90, avoir des enfants sans être de sexe différent. Et aujourd'hui, apparition des enfants qui demandent et obtiennent leur changement de sexe au prix de mutilations remboursées par la sécurité sociale. Vous voyez qu'il y a là un pattern qui engage la sexualité dans l'intervalle avec quel mot et sous quel type de représentation celle-ci aura été nommée, puisque notre génération aura réduit cette question qui tourmente l'humanité depuis qu'elle est humanité, qui appartient à mon sens aux poètes et aux hommes de théâtre, c'est-à-dire un système de représentation qui n'est pas celui de la science. Notre génération aura déclaré que le sexe est libre, un slogan, confondant ce qui était un gain, la liberté du pouvoir désiré, avec la problématicité de pouvoir tout faire. Vous comprendrez que ça intéresse une psychanalyste, non pas en position d'experte, comme on a souvent essayé de nous mettre, que faut-il faire, que convient-il d'autoriser, d'interdire. Je vous le dis tout de suite, je n'en ai pas la moindre idée, je n'ai pas de compétences particulières à ce propos. Je m'en suis tenue, vaille que vaille, depuis 40 ans, c'était pas facile, en position d'interprète de ces symptômes, munis des concepts d'histoire et d'inconscient. La question qui me harcèle est: qu'est-il en train de se passer? Alors, histoire, oui, tout ceci se déroule dans la condition post-nazie. Comment ne pas le relever? Et pourquoi la science s'en mêle dans ce face-à-face de la science et du sexuel, qui était le titre d'un de mes premiers articles dans le Magasin des enfants que nous avions écrit en 90 avec Jacques Testard. Voilà, je me croyais à peu près rangée des voitures, ayant beaucoup travaillé. J'ai été réveillée par la problématique des enfants transgenres et de leur demande, des réponses qui sont faites, et en même temps de la disparition des mots de monsieur et madame dans des documents fiscaux, disparition
annoncé en France, déjà effectif dans de nombreux pays européens, disparition qui atteste de l'institution d'un délire. Alors, pourquoi cette question m'a réveillée? D'abord parce qu'il y a des symptômes liés aux enfants et que ces symptômes sont gravissimes. Ensuite, parce qu'il y a un délire privé est une chose, un délire de masse, on connaît, un délire de masse institutionnalisé, ça me paraît incomparablement plus grave. Voilà, comme il y a beaucoup plus de pertinence dans les romans dits de science-fiction que dans l'accablante pauvreté du discours dit de bioéthique, qui dit grosso modo progrès des sciences, encadré, dérive, et qui a institué le langage des rationalisations, la novlangue bioéthique, faite à la fois de mièvrerie, altruisme, générosité, solidarité, tout à fait étonnant. On trouve ce langage dans le meilleur des mondes. Je vous en parle dans un instant. En même temps, révélation du vocabulaire industriel, sigles, etc. Je suis retournée à Zamyatin, Huxley, Orwell, chez qui d'ailleurs, à ma grande surprise, on ne trouve pas de déni de la différence des sexes. Rationalisation de la sexualité, oui. Volonté d'effacement à la rigueur, son déni, jamais. Dans le meilleur des mondes, par exemple, les enfants ne sont ni conçus ni engendrés, ils sont décantés. Le mot parent est devenu obscène, je vais vous en parler dans un instant. Les enfants, les relations sont indifférenciées, les enfants et les adultes sont confondus. On trouve de fortes pages sur l'éducation sexuelle des enfants, réprimandés s'ils ne se livrent pas à leur quota de jeux érotiques. Je vous invite à aller voir ce qui se déroule aujourd'hui au nom de l'éducation sexuelle. Qu'est-ce que ça peut faire avec qui tu couches? Je prends ça de documents des associations qui pénètrent aujourd'hui l'école. Ou encore, choisis ton sujet de rédaction, c'est bien. Choisir ton sexe, c'est mieux. Tout ceci parle de l'actuel dont parlait Rabbi à l'instant. Donc, 3 romans prophétiques jalonnent le XXe siècle, en fait sa première moitié. Nous autres de Zamyatin, écrit en 1920, Le meilleur des mondes de Huxley en 1931 et le 84 de Orwell, publié en 1949. Chacun de ces romans décrit un monde assujetti à la raison, un monde dans lequel la raison a triomphé du mal, une sorte de paradis philanthropique, ruisselant de bienfaits. Chacun de ces romans met en scène l'amélioration des sociétés humaines, voire de l'espèce humaine, par la raison scientifique, opératoire et fonctionnelle. Vous savez que l'amélioration de l'espèce humaine, le transhumanisme y travaille, et une des questions qu'on pourrait adresser, enfin soulever en même temps que le thème de ce qui nous réunit aujourd'hui, par exemple, c'est que devient la démocratie quand le pouvoir s'étend à la modification de l'espèce. Et tous ces auteurs poussent un cri de mise en garde qui signifie n'y allez pas, ceci est un mal, c'est un mal irréversible, ce bien est une monstruosité. Il est important de relever que ces ouvrages répondent, ces dystopies, à des utopies des siècles précédents. Tu as évoqué Berthelot, Vacher de la Pouge, Renan, bien sûr, utopies qui ont trouvé leur apogée dans l'illusion positiviste, à laquelle, à bien des égards, nous semblons faire retour aujourd'hui. Peut-être, c'est l'hypothèse dont je ne parviens jamais à m'éloigner complètement, à cause de notre appauvrissement représentatif. Tous ces romans sont chacun à sa manière des allégories sur la dépsychisation,
forme annoncée de la mutation que nous sommes en train de vivre. Alors, en effet, on peut mettre ces romans en relation avec les utopies des siècles précédents, celles de Bacon au XVIIe siècle. La Nouvelle Atlantide, c'est le programme du CNRS de ces 20 ou 30 dernières années. Celle de Condorcet au XVIIIe siècle, l'esquisse pour les progrès de l'esprit humain, absolument vibrante d'exaltation, alors que son auteur, croyant au triomphe de la raison sur le mal, consacrait les derniers mois qui lui restaient à vivre à composer un hymne au progrès. Et celle de Renan, enfin, au XIXe, les contes philosophiques, dont je vous recommande la lecture, gouvernement de l'humanité par les savants, mais la paix scientifique de l'humanité exigeant la disparition de rien moins que du corps. Certains transhumanistes font retour à cette disparition. Ils disent au « connais-toi toi-même » de Delphes doit succéder le « conçois-toi toi-même ». Et ils font, vous le savez, le pari d'une vie digitale après la mort. Ils disent, c'est intéressant de les entendre dans les échanges spontanés sur les blogs, quittons ce corps de viande. Incroyable que l'évolution ait choisi ce machin gélatineux, le métal, ça au moins c'est du solide, etc. Les romans dont je viens de vous parler, Huxley, Amartine, Orwell, ont le statut mélancolique de bouteille à la mer, adressés à leurs contemporains, à la postérité, que leurs auteurs n'ont pu écrire que sous forme de fiction. Je vous prie d'accorder toute son importance à ce point. Quand il s'agit de s'adresser et d'expliquer la face noire de la raison, expliquer, démontrer, conduit vite à un rapport persécutant, voire paranoïaque, et finalement on reconduit cette face obscure. Ils ont tous choisi de voiler et d'éclairer leur dire à la fois en parlant à la chape du boulanger. Une obligation intérieure les a contraints à une sorte de mise en mythe du sens, à revêtir par la fable un sens à la fois entreaperçu et tenu secret, à donner finalement un statut sociopolitique au mode allégorique. Je pense qu'il y a là, de leur part, à la fois une tentative de remétaphorisation de ce qui s'effondre métaphoriquement dans la technoscience. Et puis, il faut contourner cette très grande difficulté qu'une critique de la raison soit dangereuse, c'est un scandale. En fait, ils rencontrent le sophisme que l'on rencontre à critiquer la raison. Donc, ils n'ont pu le faire que sous une forme fictionnelle, comme si la raison ne pouvait se fonder que hors d'elle-même. Toute, elle confine au délire, et bien sûr au délire paranoïaque. Ça, Freud l'a vu en disant que la certitude du savant a des traits qui ressemblent à la conviction paranoïaque. Vous comprenez bien que quand je dis ça, ça n'a rien à voir avec un point de vue obscurantiste. Pierre Legendre parle de creuset délirant de la raison. Et il dit que c'est la fonction des mythes, des religions et des arts de porter à la parole ce creuset délirant pour en désamorcer les aspects dévastateurs, pour les civiliser. Mary Shelley, avec son Frankenstein, a fait la même chose. Pas le temps de vous en parler ici, mais on apprend énormément de choses, pas seulement à la lecture de son livre, mais à comprendre l'ensemble de son œuvre. Dans son œuvre, il y a aussi un ouvrage qui s'appelle « Le dernier homme », qui parle de la dévastation de l'humanité par une épidémie, qui est une métaphore de l'amour sans loi, de la relation dévastée par la disparition de toute loi. Pierre Thuillier,
philosophe des sciences, ouvrage testamentaire, La Grande Implosion. Il était le directeur de la revue La Recherche, pas soupçonnable d'obscurantisme. Il laisse un ouvrage admirable qui s'appelle La Grande Implosion, dans lequel il décrit sur le mode fictionnel un monde asphyxié dont les sensations et les émotions et la vie psychique se sont dissoutes. Il va jusqu'à écrire que la science est une psychose et que cette psychose reflète une pathologie culturelle générale, faite d'objectivation et de nécrophilie. Il n'y va pas le moins morte, Tuillier. Que vous dire, le regretter, malheureusement, il nous manque ces philosophes des sciences. Le regretté Jean-Jacques Salomon, philosophe des sciences, écrira Survivre à la science. Lacan, dans le séminaire sur l'éthique, écrira: le désir de l'homme s'est tout simplement réfugié dans la passion la plus subtile et aussi la plus aveugle, comme nous le montre l'histoire d'Oedipe, la passion du savoir. C'est très intéressant, il déplace la passion du savoir de Prométhée à Oedipe, et il a raison. Pas le temps de décondenser son intuition, mais elle est très forte. Il dit ceux qui sont au point le plus avancé de la science ne va pas sans la vive conscience qu'ils sont au pied du mur de la haine. On peut écrire des ouvrages sur la profondeur de cette intuition. Il écrit aussi: l'important n'est pas de savoir si l'homme est bon ou mauvais à l'origine. L'important est de savoir ce que donnera le livre quand il aura été tout à fait mangé. Donc, je suis contrainte faute de temps, de ne vous parler que très brièvement de Zamiatine et de son roman Nous autres. On lui doit tout de même juste un mot. Son roman se déroule dans un état unique qui a mené contre l'autre souverain du monde, contre l'amour après la fin, une bagarre, et il a été organisé, mathématisé, la lex sexualis. N'importe quel numéro a le droit d'utiliser n'importe quel autre numéro à des fins sexuelles. Pour le reste, un peu d'imagination suffit. Alors, il y a des tables de la loi sexuelle. On établit un tableau des jours sexuels. Il y a des tables sexuelles. On délivre un petit carnet rose à souche. Sur les tables de chevet reposent les stances à l'hygiène sexuelle. J'ai relevé ce passage parce que je venais il y a un an ou deux, de m'exaspérer sur la campagne venue du ministère de la Santé. Vous avez dû voir ça sur les murs du métro comme moi. Le monde est devenu très soucieux de notre santé sexuelle. Il y a donc eu une campagne du ministère de la Santé. Ma petite fille est trans, vous avez vu ça? Une grand-mère prenant dans les bras sa petite fille et nous apprenant nous dictant ce qu'il convient de penser au nom de la tolérance. Ma petite fille est trans, mon fils est gay, etc. Bon, je veux simplement relever l'étrange institutionnalisation de slogans dictant aux passants innocents qui prend le métro sa pensée venant du ministère de la Santé.
Alors, comprenez-moi bien, je ne voudrais pas que vous mépreniez. Je sais bien que nous ne vivons pas dans le meilleur des mondes, nous ne vivons pas non plus dans le monde décrit par Zamyatin. Je ne veux pas faire de plaquage entre les romans et notre réalité. Je veux simplement indiquer les tensions qu'ils savent nous faire percevoir mieux que quoi que ce soit d'autre à travers leurs récits. Je voudrais vous parler de la préface d'Huxley au meilleur des mondes. Huxley écrit que les progrès scientifiques qui sont décrits dans le meilleur des mondes sont ceux qui intéressent l'application aux êtres humains. Des recherches futures en biologie, en physiologie, en psychologie, c'est uniquement au moyen des sciences de la vie que la qualité de la vie pourra être modifiée radicalement. Il écrit que la révolution véritablement révolutionnaire se réalisera non pas dans le monde extérieur, mais dans l'âme et la chair des êtres humains. Et puis, surprise ou profondeur de pensée, dans cet univers aseptisé, qui rencontre-t-on? Sade. Dans la préface de Huxley, Sade se considérait comme l'apôtre de la révolution véritablement révolutionnaire, au-delà de la simple politique et de l'économique, de la révolution des hommes, des femmes et des enfants individuels, dont le corps allait devenir désormais la propriété sexuelle commune de tous, et dont l'esprit devait être purgé de toutes les connaissances naturelles, de toutes les inhibitions laborieusement acquises de la civilisation traditionnelle. Je vous renvoie aux travaux de Bernard Edelman, l'avènement de l'homme sadien. C'est naturellement le Sade de encore un effort pour être républicain. Huxley parle d'inhibition. Une association, un ami m'avait fait remarquer, je trouve ça très judicieux, que la science, la pulsion épistémophilique scientifique est la seule pour laquelle la civilisation n'exige pas de renoncement. C'est un point important. Rabbi, je voudrais savoir combien de temps il me reste pour savoir ce que je choisis parce que je suis trop longue. 5 minutes? 5 minutes. Oh là là, quelle horreur. Alors, je vais vous parler de... peut-être de ce qui est commun. Excusez-moi, il faut que je choisisse. Il y a un passage que je ne peux pas ne pas citer, Rabbi, parce que tu es là. Huxley montre combien il faut s'attaquer à la catégorie parent, bien qu'il ne va pas jusqu'à imaginer que les parents puissent être autre chose qu'un père et une mère. Il y a une scène tout à fait intéressante dans laquelle le directeur du centre de décantation des bébés fait un cours aux jeunes qui viennent le visiter. Et il dit, il était une fois, alors que notre Ford était encore de ce monde. Alors Ford, c'est intéressant parce que c'est Ford qui a présidé, qui a financé les premiers travaux sur la PMA. Un petit garçon qui s'appelait Ruben Rabinovitch. Je ne pouvais pas éviter de raconter ça. Ruben était l'enfant de parents de langue polonaise. Vous savez ce que c'est, une langue morte, comme le français et l'allemand. Et parents. Il eut un silence gêné. Les jeunes gens sont gênés. Plusieurs rougirent. Ils n'avaient pas encore appris à reconnaître la ligne de démarcation, importante mais fort ténue, qui sépare l'ordure de la science pure. L'un d'eux eut enfin le courage de lever la main. Les êtres humains autrefois étaient,
le sang lui affluait aux joues, ils étaient vivipares. Le directeur du centre de décantation approuve d'un signe de tête. Et quand les bébés étaient décantés, naissaient, corrige le directeur, eh bien alors c'étaient les parents, le pauvre garçon est éperdu de confusion. En un mot, résuma le directeur, les parents étaient le père et la mère. Cette ordure, qui était en réalité de la science, tomba avec fracas dans le silence gêné de ces jeunes gens qui n'osaient plus se regarder. La mère, répéta-t-il très haut pour faire pénétrer bien à fond la science, ce sont là, dit-il gravement, des faits désagréables, je le sais, mais aussi la plupart des faits historiques sont désagréables. Vous trouverez dans Huxley, alors lui ne va pas jusqu'au déni de la différence des sexes, dans la radiation, dans la loi, nous y sommes, des mots de père et de mère, vous le savez, pourvoyeur de force génétique dans un pays, progéniteur 1, progéniteur 2, parent 1, parent 2 dans d'autres. Il faut donc chez Huxley aussi détruire le passé. Je vous en parle dans le choix des quelques minutes qui me restent, parce que comment ne pas penser à ce qui parcourt le wokisme, d'abord avec les moyens connus. Il y a un massacre du British Museum, et puis ensuite avec des méthodes plus lentes et bien plus sûres. Et on trouve de la propagande contre le passé, la fermeture des musées, la destruction des monuments historiques, la suppression de tous les livres publiés avant l'an 150 de notre Ford. Ils ne sont pas supprimés chez nous, ils sont pour le moment revus et corrigés. Il faut, j'ai encore 2 minutes, vaincre la vieillesse. Ce que j'aurais voulu vous citer, c'est la pierre angulaire de l'orifice, c'est-à-dire les offices de solidarité ou la messe de tout en un, du tout en un. Vous pensez à quoi? Je pense, vous me voyez venir avec la massification que l'on sent venir de toutes parts. Office de solidarité, alors très gênant, solidarité est un des maîtres mots du vocabulaire de la bioéthique. Je vous la lis. Sentez venir à vous le grand être des jours, réjouissez-vous, mourrez dans cette foi, fondez aux accents des tambours, car je suis vous, vous êtes moi. Autre cantique de solidarité, Orginet, Porginet, fort de flonflon et folie, que filles à baiser en un tout soient unies, garçons ne faites qu'un avec filles en paix, Orginet, Porginet vous rendra satisfait. Huxley l'exprime sans détour, cette harmonie par le calcul, issue du triomphe de la raison, cette religion issue du triomphe de la raison est une religion pornographique. Ray Kurzweil, dans la Bible du changement transhumaniste, osera imaginer un dialogue avec Freud. Je vais vous le lire et puis ce sera peut-être ma conclusion. Il fait dire à Sigmund, à propos du transhumanisme, « Je vois un vrai potentiel thérapeutique ». Ray lui répond, « Oui, vous pouvez être qui vous voulez dans la réalité virtuelle, pas seulement d'être avec la personne que vous désirez, mais devenir cette personne. » Sigmund répond, « Exactement. Nous créons les objets de notre libido dans notre inconscient de toute façon. » C'est-à-dire qu'il met
la psychanalyse au service du subjectivisme qui aujourd'hui nie toute réalité extérieure et risque de nous conduire à la folie. Sigmund toujours, imaginez, les deux membres d'un couple pourraient changer de sexe, ils pourraient devenir l'autre. Il va de soi que nous sommes assaillis de symptômes depuis le clonage aux symptômes de dédifférenciation sexuelle par des symptômes qui tendent à nous conduire de ce côté-là. Alors peut-être que la grande aventure de l'altérité n'aura eu qu'un temps, peut-être que l'humanité ne se laissera pas faire. Je me soutiens les jours où j'ai pas le moral d'une parole que Baudrillard m'avait dite, l'humanité n'est pas assez cohérente pour se détruire. Bon, j'ai encore beaucoup d'autres choses à dire sur ces questions, mais je peux vous renvoyer à ce que j'ai écrit et publié à ce propos. Et je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci à toi, Monette. Merci vraiment beaucoup. Je ne peux aussi qu'encourager les gens à aller te lire. Alors, en t'écoutant, j'ai plusieurs remarques et puis après un petit prolongement. D'abord, l'attaque industrielle sur le vivant et sur l'humain. Tu as cité Ford. On a parlé de l'industrialisation de la mort avec la Shoah. Il y a une autre industrialisation de la mort plus démocratique, mais pas moins problématique, héritière aussi de l'événement du nazisme et de son passage à l'acte avec la Shoah. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'aquamation, c'est-à-dire la proposition de liquéfaction des cadavres pour en faire des engrais. Et ça se propage dans les milieux écologistes contemporains. Et il y a un certain nombre d'États aux États-Unis qui ont déjà intégré dans leur loi ce type supposé d'inhumation, la transformation du cadavre en engrais. Ça, c'est une première chose. Quant à l'industrialisation, ça m'a rappelé que Ervin Panofsky, l'historien de l'art, ça m'avait surpris d'ailleurs quand j'avais lu ça, mais je crois que ça devient de plus en plus, ça prend de plus en plus l'importance et la grandeur d'une intuition. Il disait que la Renaissance s'est poursuivie finalement jusqu'au moment de l'industrialisation, la Renaissance dans son esprit, et que c'est l'industrialisation qui achève la Renaissance, c'est-à-dire que c'est la fin du XVIIIe et début du XIXe siècle qui est la fin de ça. Alors, ça, c'est deux choses. L'autre chose, c'est que ce n'est pas la raison qui est en cause, je trouve. Au contraire, la raison, c'est quelque chose qui a à faire avec ce qu'en psychanalyse, vous appelez la castration, c'est-à-dire quelque chose qui vient faire une butée contre les imaginarisations sans limite. Mais c'est la raison instrumentale. C'est la raison instrumentale qui est un dévoiement total de la raison et sur lesquels se sont beaucoup penchés les philosophes de l'école de Francfort, Adorno et Horkheim. Et donc, il faut bien séparer ce qui est de l'ordre de la raison et qui, à mon avis, est un apport civilisationnel dans le travail, dans la culture Arbeit, selon Freud, et puis la raison instrumentale qui, elle, est un dévoiement de la raison totalement, et un effondrement même de la raison, mais qui emploie le mot raison. Alors maintenant, tout ce que tu développes me fait rebondir avec deux auteurs pas négligeables. Et l'un, il nous est contemporain, c'est Georges Ancel, qui a une réflexion talmudique importante et dont je me suis beaucoup enseigné dans un ouvrage qui s'appelle Exploration talmudique, dans un chapitre qu'il a consacré à la science et qui est intitulé Science du quoi et science du qui.
et dans lequel, d'abord, en s'appuyant sur des citations de grands maîtres du Talmud, il montre d'une part qu'il n'y a aucune antinomie entre la sagesse de la Torah et la connaissance des sciences de la nature. Il n'y a pas dans la pensée juive la crainte d'un Copernic ou d'un Galilée, ça n'a pas lieu. Tout savoir de la science, tout savoir des nations est élevé à la dignité d'une chorma, comme celle de la chorma de la sagesse de la Torah. Simplement, le risque de cette science-là, c'est toujours ce que, en termes historiquement marqués du Talmud, c'est le risque de la sorcellerie et le risque de l'idolâtrie. Mais ces mots-là disent exactement ce dont tu parles aujourd'hui, au fond. C'est-à-dire quelque chose qui fait que la Torah, sa science, c'est la science du c'est qui est l'homme. Et la science de la nature, c'est la science de qu'est-ce que l'homme. Or, c'est la science du qui doit l'emporter sur la science du quoi. Et ça, c'est la tradition juive. C'est-à-dire, c'est la question de l'éthique, en fait. C'est la question de pourquoi faire, à quoi bon, où est-ce que ça nous mène, mais pas le savoir lui-même. Je peux te répondre? Bien sûr. Je peux t'interrompre pour te répondre? Oui. Oui. Écoute, oui, merci beaucoup. Tu vas m'amener à préciser quelque chose d'extrêmement important. Merci d'avoir pensé à rappeler qu'il s'agit de la raison instrumentale. Bien sûr, c'est la raison instrumentale qui habite la technique, et elle seule. La technique, c'est ça marche. Ce qui est peut-être à propos de la raison instrumentale important à relever, puisque tu as parlé tout à l'heure d'illusion infantile, c'est que dans le développement de l'homme, c'est la première à laquelle accède l'humain, le petit enfant. La raison instrumentale, le forda, je veux dire toutes les opérations psychiques qui accorderont raison instrumentale et castration seront plus tardives. Et je crois que ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est le recouvrement de la science, enfin la confusion de la science du qui et de la science du quoi. Marie Shelley est parfaitement éclairante à ce propos, puisque son livre permet de comprendre que sont adressées à la science des questions qui ne sont pas de son ressort. Elle vit des choses dans son petit groupe de jeunes gens qui ressemblent aux jeunes de mai 68. Hein. C'est une communauté, elle ne va pas en Inde, ils vont sur les routes de Suisse et d'Italie. Elle ne comprend pas ce qu'ils vivent. Ça ne devrait pas se passer comme ça se passe comme ça. Et elle a l'intuition d'un savant fabriquant une créature. Son roman est la métaphore de l'adresse à la science de questions qui ne sont pas de son ressort. Une amie avec qui je travaille beaucoup depuis longtemps, Louise Vandelack, écrit « Il y a longtemps qu'en Occident, comprendre, c'est fabriquer ». Depuis l'industrialisation, depuis l'essor de la raison instrumentale, aujourd'hui, il semble que ce soit nous compris. Qu'est-ce que c'est que le clonage, par exemple, si ce n'est, je ne parle pas des effets du clonage réel, hein, je parle des mouvements inconscients qu'il porte, de fabriquer l'homme comme une expérience scientifique réplicable à merci. Il y a quelques années, on avait adressé au sujet, au bac de philo, aux malheureux élèves qui sont bien trop petits pour répondre à une question pareille, la question « Qui sommes-nous » suppose-t-elle une réponse exacte? Merci. Je voudrais juste, et puis je passe au deuxième point, juste pour continuer sur ce que je disais sur la science du qui et la science du quoi, et le fait que dans le judaïsme, il n'y a pas de rejet des savoirs de la science en eux-mêmes, mais de ce qui peut s'accrocher dessus et
C'est que le Gaon de Vilna, le Rav Kook peuvent même écrire, ou le Rav Kook en écho au Gaon de Vilna peuvent même écrire que tout savoir scientifique méconnu, c'est 100 versets du Talmud qui ne peuvent pas être interprétés. Donc, ce n'est pas un rejet. C'est une question sur à quoi ça sert et qu'est-ce que ça nous fait. Et donc, dans ces deux sciences-là, celle du qui et celle du quoi, c'est celle du qui l'emporte, mais elle ne peut pas rejeter celle du quoi et elle peut même s'en nourrir et s'en alimenter et s'en fortifier. C'est ce rapport d'asymétrie qui est en cause. Or, tout ce que tu dévoiles, décryptes, explores, c'est que justement ce rapport d'asymétrie n'existe plus, ou plutôt même il s'est inversé. Hein? C'est le scientifisme qui devient le lieu supposé de l'éthique et de l'interrogation, ce qu'il ne peut pas faire. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est en lien avec ça, ce sont des remarques des années 50, hein, 55, 60, je ne me souviens plus exactement, mais donc qui ont déjà un peu de temps, de Léo Strauss. C'est un de mes maîtres en philosophie politique, comme tu sais, dans un texte qui s'appelait « Perspective sur la bonne société », qui est publié dans un recueil sur le libéralisme antique et moderne. Et Strauss interroge l'effet de l'hybris du scientisme qui ne peut pas être qui l'observe et qui ne peut pas être surmonté à l'aide d'un humanisme qui serait inspiré par la croyance de l'homme en tant que créateur omnipotent. Et il dit que face au scientisme et à ce type d'humanisme idéaliste, le judaïsme et le christianisme sont à l'unisson. Et il dit même, et il ajoute, la modernité a progressé jusqu'au point où elle est visiblement devenue un problème. Et il ajoute encore une rupture, plutôt une sécession, par rapport à ce monde peut à nouveau devenir nécessaire pour les juifs, mais également pour les chrétiens. Et je trouve que c'était une intuition grande sur ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui dans la réalité, dans l'actualité que tu explores. Ce que tu dis de Léo Strauss rejoint la suite de la phrase de Freud à la fin du Moïse, hein, et son étonnement devant le fait que ce soit dans les sociétés démocratiques l'Église catholique qui, après avoir été du côté de l'interdit de penser, soit les gardiennes de la possibilité de lutte contre la barbarie. Oui. Oui, il y a probablement un moment d'unisson. L'unisson, c'est que les deux sont adossés au monothéisme. Hein? Au monothéisme. Peut-être quelque chose qui va du Dieu unique à la théorie du sujet, par exemple. Libre et responsable. En tout cas, c'est une lien qui peut venir à l'esprit. Pas de liberté sans responsabilité. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des questions? Et s'il n'y en a pas, est-ce que peut-être Arié, s'il est là, a envie d'intervenir? Bon, je ne l'entends pas. Alors, écoute, Monet, je te remercie beaucoup. Je vous remercie tous de votre attention. Nous nous retrouverons le 30 mai pour le prochain atelier républicain et ce sera Christophe Bourseiller qui sera avec nous. À bientôt. Merci beaucoup. Merci, Rabi. Au revoir. Merci à tous.